En 1911, quand faire tenir un avion dans les airs semblait un miracle, le second lieutenant Henry Hap Arnold fut engagé dans un projet qui n'avait rien à voir avec l'aviation, mais plutôt tourné vers sa carrière militaire. Il tentait âprement de devenir premier lieutenant. Orville et Wilbur Wright avaient fait la démonstration de leur avion au ministère de la Guerre en 1904. Bien qu'au départ, l'armée repoussa l'offre des frères Wright, les chefs changèrent vite d'avis et lancèrent un escadron expérimental. Quand le chef de Hap entendit qu'Arnold se portait volontaire à l'entraînement aérien, il lui dit qu'il ne voyait pas meilleur moyen d'aller au suicide. Il signa cependant. À l'école des frères Wright de Dayton, les cadets commencèrent avec les bases, apprenant d'abord la simple nomenclature aéronautique, puis enfin à voler. Dans une lettre de Dayton à son ancien commandant sceptique, Arnold fit part de ses progrès. « Monsieur, j'ai l'honneur de vous faire part de mes progrès dans l'apprentissage du pilotage de l'avion des Wright. Pendant la semaine, j'ai effectué 12 vols avec un instructeur et 1 vol en solitaire. Ma formation est terminée et à partir de maintenant, je peux effectuer tous mes vols d'entraînement seul. Très respectueusement, Henry Arnold, second lieutenant, 24e d'infanterie. » Hap fut un des premiers de l'armée américaine à gagner ses galons de pilote. Il ne perdit jamais la fierté et le respect de ce symbole de réussite et eut du talent dans tous les domaines de l'aviation. Il fut le premier à gagner le trophée Mackay pour la reconnaissance aérienne et en 1912 atteignit le record d'altitude de 6450 pieds. Il fut aussi un des premiers courriers des débuts de l'aéropostale. Ces diverses expériences le propulsèrent au premier rang de l'aviation militaire. Il comprit rapidement qu'il fallait non seulement les meilleurs avions, mais aussi les meilleurs pilotes et équipages. En tant qu'instructeur, il aida à concevoir le programme d'études qui a guidé toute une génération de pilotes. Quand l'Amérique entra dans la Première Guerre mondiale, la plupart des Américains ignoraient le potentiel militaire de l'aviation. On avait un besoin criant de pilotes entraînés. Ils furent recrutés de toutes parts, choisis avec soin pour leur intelligence et la rapidité de leurs réflexes sous le stress. Plus important encore était le besoin d'avions. L'administration et la production furent à la charge de Hap. Travaillant au pays, Hap apprit d'importantes leçons qui prendraient tout leur sens des années plus tard. Il apprit d'abord et avant tout que la mobilisation pour la guerre prend du temps. Dessiner et produire des avions prend des années. Beaucoup d'engins et d'avions commandés pour la guerre furent finis trop tard pour le combat. Hap résolut de ne plus être pris de court. Quand les tensions internationales se relâchèrent, Hap et les autres aviateurs américains, malgré tout, firent face à un grand défi. Après la guerre, l'armée de l'air devait prouver son sens. Pour prouver leur valeur, les aviateurs se mirent au travail. Billy Mitchell utilisa de vieux bateaux de guerre allemands pour prouver la précision des tirs en mer. Les ingénieurs développèrent des parachutes plus sûrs et établirent des records de vitesse de plus en plus grands. Des observateurs aéroportés pouvaient repérer les feux de forêt avant qu'ils ne s'embrasent hors de tout contrôle. Pendant que le service des transmissions expérimentait la photo de reconnaissance. L'hiver 1932, Arnold lui-même dirigea le premier largage humanitaire de nourriture pour les Indiens du Sud-Ouest bloqués par la neige.
Malgré le manque d'intérêt en temps de paix pour les affaires militaires, Arnold et les autres construisaient pas à pas une armée aérienne. La flotte, même modeste, fut modernisée, alignant des modèles nouveaux et performants. Pourtant, Arnold gardait un équilibre dans sa vie. Ce film fait à la maison le montre chez lui en famille et illustre avec éclat pourquoi il fut surnommé Hap par les cadets de West Point. Sa famille reflète sa bonne humeur et même plus vieux et plus sage, il transpirait toujours la joie et l'optimisme que des millions de personnes allaient bientôt connaître. En 1934, le premier bébé sortit des lignes d'assemblage. C'était un bombardier tout en métal, capable de porter une charge de 900 kg. Le bombardier le plus rapide du monde du moment. Hap aux manettes, le bébé entreprit un vol long courrier de Washington DC à Fairbanks en Alaska pour déterminer la faisabilité des opérations aériennes dans cette partie du globe. Même dans ces conditions polaires extrêmes, la mission réussit parfaitement. À son retour, Hap reçut le trophée Mackay une seconde fois. En 1938, le jour précédant la victoire de Hitler à Munich, le major général Hap Arnold fut nommé chef du corps de l'armée de l'air. Depuis le début, Arnold était devenu le conseiller de confiance du commandant en chef. Roosevelt respectait son jugement et ensemble, ils s'avouaient que le temps pour construire et croître allait devenir précieux. Alors que le monde s'équipait pour la guerre, les États-Unis avaient un besoin criant d'avions pour le soutien des troupes au sol, de bombardiers de longue portée et d'intercepteurs rapides. Se souvenant de la Première Guerre, Hap poussa l'augmentation de production pour soutenir un conflit mondial, d'une ampleur inconnue jusqu'alors. La tâche était herculéenne, mais il avait retenu les leçons des frères Wright. Rien n'est impossible. Hap le croyait, malgré l'opposition de ceux qui, même à cette date tardive, pensaient que l'océan suffirait à la protection des États-Unis. Bien sûr, Pearl Harbor montra leur erreur, pointant le besoin d'avions et d'hommes en énorme quantité pour voler et assurer la maintenance. Conscient du temps et de l'argent engagé, il a fermement étendu le programme de préparation de l'armée, coordonnant l'augmentation de la main-d'œuvre et la croissance de l'équipement. Depuis 1939, il nourrissait l'idée d'ouvrir des écoles civiles pour aider à entraîner les pilotes dans leur première étape. L'entraînement fut organisé et de nombreux jeunes hommes de toutes conditions sociales furent incorporés. Arnold avait la tâche importante de planifier les forces aériennes sur le terrain mondial. Tôt dans la guerre, des opérations isolées laissaient entrevoir les futurs effets des bombardements longue portée. Le raid audacieux à basse altitude à Tokyo fut une attaque destinée à rapporter du Japon la réalité de la guerre. Le responsable de cette mission réussie, Jimmy Doolittle, fut accueilli au retour par un chef ravi. Hap tirait toujours une grande fierté dans les réalisations de ses hommes, et ils étaient toujours au courant de son intérêt à leurs propos. Les mois suivants, dans la bataille contre la Luftwaffe, les pilotes américains montrèrent un courage qui crédita l'armée de l'air et encouragea la nation.
Dès qu'il en avait l'occasion, il rendait de fréquentes visites à ses hommes. App fut toujours reçu avec enthousiasme et affection. Aucun chef ne fut aussi apprécié ni profondément respecté que lui. Lors du travail dans la création d'une force aérienne américaine, un projet se forma dans son esprit. Il voyait maintenant une force possible de formation de bombardiers longue portée en rang serré. Chacune était une forteresse aérienne, une multitude de forteresses volantes, pilonnant l'ennemi jusqu'à la reddition. La suprématie aérienne, le filon essentiel, le plus grand défi de sa vie. Avec le chef de la production Bill Knudson, il inspecta machines et usines. Au fil du temps, sa réputation grandissait. Profondément sérieux et toujours de bonne humeur, voilà comment App était au travail. Merci, docteur. Vous savez, docteur, pour ménager mon auditoire, je vais redonner le discours que j'ai préparé au capitaine Sheffield. Et si vous voulez l'enregistrement, vous pouvez le demander au capitaine Sheffield. Je suis absolument certain qu'il sera ravi de vous le donner. Et maintenant que le spectacle commence, je pense que vous êtes tous en droit de voir l'ambiance de ce qu'on appelle la puissance aérienne. La puissance aérienne. Personne ne pouvait mieux en parler que App, ou mettre ses mots en acte, pour façonner l'armée de l'air au plus haut rang. La conscience aiguë de App de l'importance du poids d'une force de frappe aérienne le rendait inestimable sur la scène internationale. Quand les Alliés fusionnèrent en un corps efficace, à la conférence de Washington à Casablanca, Arnold fit pression pour ses raids massifs à la lumière du jour contre l'Allemagne. Cette idée ne fut pas accueillie favorablement. Les Anglais préféraient le bombardement de nuit, avec la relative sécurité de l'obscurité. Arnold soutenait que la précision des bombardements de jour était beaucoup plus destructrice. À la fin, les Américains bombardaient le jour et les Anglais la nuit. C'est App qui coordonna ce qui devint l'action la plus concluante et dévastatrice de la puissance aérienne, la destruction systématique de la machine de guerre allemande. L'engagement d'Arnold ne s'arrêta pas en Allemagne. En Atlantique, les sous-marins allemands menaçaient sérieusement la capacité des Alliés à ravitailler leurs armées. Arnold assigna au B-24 d'attaquer les sous-marins et le volume des pertes dues aux Wolfpacks chuta brusquement. L'Est subissait d'autres problèmes. App examina les besoins aériens dans la région avec le général Joseph Stilwell et le général Chennault. Là, on décida qu'un pont aérien risqué au-dessus de l'Himalaya pouvait apporter un courant de ravitaillement aux Chinois. Cet effort, que les pilotes appelèrent « voler au-dessus de la bosse », était une des réalisations extraordinaires de guerre. App, en tant que général commandant de la US Army Air Force, était membre de l'état-major allié qui s'était réuni pour déterminer la stratégie à venir pour la guerre. Là, à la conférence du Caire, puis au Québec, App se fit connaître par son bon jugement et son bon sens. Selon les chefs alliés, App n'était pas seulement quelqu'un de bon caractère, avec une connaissance encyclopédique des avions et de tout ce qui concerne la puissance aérienne, mais il était aussi un diplomate hors pair, sur qui l'état-major pouvait compter. Maintenant, l'acceptation des raids de jour faisait l'unanimité. Une victoire personnelle que App savourerait toujours, mais surtout qui accéléra les progrès alliés dans la guerre.
Le besoin criant en pilote poussa Apt à encourager la création d'une branche féminine de l'armée de l'air. Celle-ci, connue sous le sigle WASP, effectuait des missions cargo, transborder les avions de chaque côté de l'océan et assurer la maintenance des avions derrière le front, libérant ainsi des centaines d'hommes pour le combat. À la remise des premiers diplômes, Apt fut invité d'honneur. Le 2 août 1943, le 9e régiment effectua un raid hasardeux en Razmot sur les champs de pétrole de Ploiești en Roumanie. Là-bas se trouvaient les précieuses ressources pétrolières d'Hitler. Les 177 B-24 libérateurs venus de Tripoli causèrent de sérieux dommages. En 1944, le programme de bombardement massif à haute altitude atteint son apogée. Tous les jours, des milliers de bombardiers, suivis de leurs escortes, croisaient au-dessus de l'Allemagne. Il n'y avait aucun doute quant à l'effet de cet effort. Mais la question restait si l'effort pouvait être maintenu assez longtemps pour gagner la guerre. Arnold, sachant que rien n'est impossible, vit la réponse dans la planification. Il s'est assuré que les pilotes, les avions, le pétrole, les bombes continuaient à affluer. Il fallait que rien n'empêche son plan d'utiliser la force de frappe aérienne pour éjecter l'Allemagne de la guerre. À la fin, il réalisa ce qu'il avait mis en place, la suprématie totale aérienne. Les bombardiers et pilotes alliés attaquèrent l'Allemagne sans encombre. À la conférence de Potsdam, où les trois grands jouèrent la dernière partie, Arnold aida à mettre au point la victoire finale en Asie. Après Potsdam, Apt, l'éclat de la victoire encore sur lui, reconnut la participation de tous les services à la défaite de l'Allemagne. C'est une occasion propice pour nous de célébrer ce soir le 38e anniversaire de la puissance aérienne des États-Unis. Aujourd'hui, cette nouvelle formation a reconnu sa dette envers les armées de nos terres et les marins de nos mers. Nous avons forgé nos ailes à leur glorieuse tradition et cette nuit particulièrement, je voudrais aussi saluer tous les pilotes et tous ceux qui ont rendu le vol possible. Qu'ils soient de l'armée de terre, de la marine, de l'aviation civile ou de l'armée de l'air, parce qu'ils ont tous joué un rôle dans la victoire de la guerre. Libre de concentrer toute son attention à la guerre contre le Japon, il vola vers les bases du Pacifique. Sympathique et de bon caractère, il découvrit tout ce dont il avait besoin de savoir sans en avoir l'air. Réceptif et calme, il était en meilleurs termes avec ses commandants et était toujours sensible à leurs problèmes. Dans le Pacifique, Arnold eut en main une nouvelle arme qu'il avait créée, le B-29. De loin le plus grand avion du monde, ainsi appelé Super Fortress, précurseur des bombardements intercontinentaux. Il pouvait porter un important chargement de bombes sur des milliers de kilomètres et retourner à la base sans encombre. Par la suite, le B-29 portera la bombe atomique qui clôturera la guerre. 3 mois après le jour de la victoire, le général Henry Apt prit sa retraite.
2 ans plus tard, il vit son rêve porter ses fruits quand le ministère de la Guerre créa l'armée de l'air, service séparé et de même importance que l'armée de terre et la marine. Il mourut 3 ans après, homme comblé, et fut enterré au cimetière d'Arlington en janvier 1950. Il reste cependant beaucoup de choses pour nous rappeler la contribution de App. D'abord, le Centre de développement de l'ingénierie Arnold, au Tennessee, si justement nommé. Ici, les ingénieurs de l'armée de l'air recherchent loin dans l'avenir, essayant de développer les technologies qui maintiendront la force de l'armée de l'air américaine pour le siècle prochain. Peut-être l'héritage le plus important pour la mémoire d'Arnold, c'est l'école de l'armée de l'air. Les cadets sont tous profondément touchés par cet homme qui mourut bien longtemps avant qu'il ne soit né. On le retrouve dans leur esprit consciencieux et leur dévouement. Et les valeurs de cette école sont issues en grande partie de l'exemple donné par le premier leader de l'armée de l'air. Un homme remarquable, une vie remarquable. Henry App Arnold. Un héros.